Qu'est-ce qu'une émotion? Comment exprimer ce que l'on ressent ainsi que ses besoins? Quel serait l'impact sur notre vie si nous déconditionnons nos croyances en lien avec les émotions? Dans cet épisode, je vous partage des clés pour améliorer votre relation à vos émotions ainsi que des réponses aux questions précédentes. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, j'ai partagé une séance avec une des personnes que j'accompagne au sein de Renaissance. Renaissance, c'est mon accompagnement individuel signature pour prendre un nouveau départ, se relier à sa médecine intérieure et renouer avec son corps et ses émotions. Nous avons exploré ensemble comment vivre avec ses émotions et je me suis dit qu'il était grand temps que je vous partage un épisode de podcast à propos de ce thème si cher à mon cœur. Dans mon histoire, je me suis longtemps coupée d'une partie de mes émotions. C'est assez récent finalement que j'intègre et que j'accueille ces espaces de ce que je suis aussi. Et je m'en suis coupée pour plein de raisons, en particulier pour répondre aux exigences des autres, que ce soit à travers la famille, l'école, le travail, etc. Et depuis quelques années maintenant, je chemine avec l'intention de vivre mes émotions, de les réunir à l'intérieur de moi, convaincue qu'elles font partie de ce que je suis. À travers cet épisode, j'ai envie de vous raconter une partie de mon cheminement et surtout de vous proposer des clés afin que vous puissiez vous aussi explorer ce sujet et y trouver des pistes, pourquoi pas expérimenter. Cet épisode, il s'adresse à vous si vous souhaitez prendre soin de votre relation avec vos émotions. Cependant, le contenu de cet épisode ne se substitue pas à un traitement médical, ni ne remplace une thérapie de quelque nature que ce soit. Pour toute question médicale, je vous invite à consulter un professionnel de santé qualifié. Dans un premier temps, j'ai envie de définir ce qu'est une émotion. En effet, il est plus facile souvent d'exprimer des exemples d'émotions plutôt que de l'expliquer. Alors je vais commencer par là, par définir ce qu'est une émotion. Émotion pour emotion en anglais, c'est-à-dire de l'énergie en mouvement. Cette énergie qui circule est associée à des ressentis et à des manifestations physiques. Par exemple, l'influence sur le rythme cardiaque ou sur l'amplitude respiratoire, sur la fréquence aussi, transpiration, tremblement par exemple. Les émotions, je l'ai exprimé, sont de l'énergie. L'énergie, c'est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais, ni bien, ni mal. Il m'apparaît comme vraiment important de dépolariser les émotions et donc de leur retirer cette puissance ou ce pouvoir que l'on donne aux émotions qui seraient positives ou négatives et de ne plus alimenter l'idée qu'il faudrait ressentir qu'une certaine partie de nos émotions, celles qui sont plutôt agréables ou digestes, et qu'il faudrait lutter contre les autres. J'y reviendrai dans une des clés, mais voilà, ça me paraissait important de le dire en préambule de cet épisode. Donc l'émotion, c'est une énergie, c'est donc neutre, je le redis, mais avec une charge magnétique qui, elle, s'exprime en Hertz, et en fonction de ce que l'on ressent, la charge magnétique, elle est modulée et elle varie. J'ai envie aussi de mettre peut-être de la clarté sur quelque chose, c'est la différence entre les émotions et les sentiments. Il existe un courant de psychologie qui classe les émotions en deux catégories, les émotions primaires et les émotions secondaires. Ou alors on peut aussi exprimer les choses ainsi, les émotions et les sentiments. Les émotions primaires, ça serait la joie, la tristesse, la surprise, le dégoût, la colère. Et les émotions secondaires sont des déclinaisons
des émotions primaires avec certaines nuances. Je vous l'ai dit, elles sont aussi appelées sentiments. Par exemple, si on prend l'émotion primaire qui est la joie, on pourrait évoquer les sentiments ou les émotions secondaires en lien avec elle, qui seraient par exemple la satisfaction, le contentement, le bonheur, l'euphorie, le plaisir, le succès. Maintenant qu'on a mis de la clarté sur ce qu'était une émotion, j'ai envie de vous parler de comment est votre relation ou notre relation avec nos émotions. Notre relation, elle est teintée par nos conditionnements, par des conditionnements que l'on nous a transmis depuis notre plus tendre enfance et parfois même in utero, voire même avant l'incarnation. En tout cas, c'est ma vérité. Ces transmissions, ça peut provenir de notre éducation, des valeurs de notre communauté, de notre culture, de nos expériences, etc. Les pensées ou croyances que l'on nourrit au sujet des émotions, elles sont souvent polarisées. Je l'ai dit en introduction de cet épisode, c'est-à-dire qu'il y aurait des émotions, soit bonnes, soit mauvaises, soit bien, soit mal. Et qu'il serait acceptable de ressentir certaines émotions et pas les autres. Par exemple, dans mon enfance, j'ai souvent entendu des phrases telles que « un garçon doit être fort, il ne faut pas pleurer ». Et moi, en tant que fille, j'ai intégré que si je voulais être une fille forte, je ne devais pas pleurer non plus. Et puis, il y a d'autres croyances comme ça qui sont infusées, je pense particulièrement à une que Julia Simon nous a partagée à l'occasion de l'épisode numéro 7, où sa maman lui disait « Enfant, ce n'est pas joli, une fille en colère ». Donc voilà, ce sont quelques exemples, et vous pouvez imaginez l'impact que cela peut avoir sur les enfants que nous étions et aussi sur l'adulte que l'on est encore aujourd'hui en fonction du chemin de nettoyage que l'on a pu opérer et surtout de la prise de conscience de ces croyances. Est-ce qu'elles nous servent ou est-ce qu'elles nous servent pas? Et est-ce que j'ai envie d'y adhérer ou est-ce que je n'ai pas envie d'y adhérer? Une des premières clés, et je l'ai déjà évoquée plusieurs fois, c'est pour dire à quel point elle me tient à cœur, c'est le fait de dépolariser. Imaginez comment serait votre vie émotionnelle et la mienne si nous n'avions pas engrangé toutes ces croyances à propos de ce qu'il est bon ou pas de ressentir. Moi je pense que la vie serait différente, peut-être pas meilleure, mais en tout cas voilà, j'aurais probablement une autre expérience. Un des travers à mon sens du développement personnel d'ailleurs, c'est cette course à la joie, à la paix, à la satisfaction, au succès, au prix parfois de générer de la culpabilité, de la frustration, parce que je ressentirais de la tristesse ou de la colère, par exemple. De mon point de vue, c'est continuer à nourrir la séparation et le conflit. À titre personnel, je tends à lever ces croyances d'abord pour moi et pour les personnes ensuite que j'accompagne, mais ça me paraît vraiment important de prendre conscience des histoires que je me raconte et de voir si j'ai envie de continuer à y adhérer ou pas. Ensuite, la deuxième clé que j'ai mise en place d'ailleurs avant la première finalement dans mon cheminement, c'est d'observer sans juger. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'observer ses émotions sans les juger? Pour moi, ça signifie d'orienter les lunettes vers moi, c'est-à-dire d'écouter mon corps et mes sensations et de les laisser me traverser. En tout cas, c'est mon intention et mon objectif. Et j'ai envie de vous partager ça parce que j'étais surprise. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à un festival où l'un des artistes en tête d'affiche s'est exprimé au sujet de la santé mentale et des émotions. Je trouve que l'on vit un tournant majeur et que les émotions sont de plus en plus souvent évoquées. On parle de ce sujet, on évoque la santé mentale, la santé émotionnelle et c'est précieux. Je suis émue en fait de percevoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou et que de plus en plus on s'exprime à ce propos. Certaines études ont identifié que l'émotion dure en moyenne 90 secondes, 1 minute 30, pour diriger les lunettes vers soi, s'observer, ressentir, être à l'écoute de son corps et des manifestations de son corps. Et bien simplement, moi je me pose avec moi-même et je viens scanner mes sensations physiques. Je viens percevoir si je ressens une ouverture, une fermeture, une rigidité, une flexibilité, une lourdeur, une légèreté, une tension, de la circulation, de la fraîcheur, de la chaleur, peu importe, parfois des couleurs, parfois j'ai même des images à ressentir aussi.
Ce qui dure 90 secondes, donc c'est cette émotion, c'est cette énergie qui se met en mouvement. Par contre, moi aussi je fais l'expérience parfois d'avoir l'impression que ça dure bien plus longtemps en fait et que ça ne cède pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la tête se joint à la partie et elle entretient des pensées pour alimenter ce que je ressens. Cela teinte mon humeur ou notre humeur, c'est-à-dire que ça caractérise en quelque sorte un état d'esprit qui est dominé par une émotion. Mais ce que je vis, ce que j'expérimente, c'est plutôt une humeur qu'une information énergétique en mouvement d'une émotion. Plus on s'autorise à ressentir, et alors plus la circulation de l'énergie est fluide. Et je l'ai déjà évoqué dans plusieurs épisodes de podcast, en fait, la vie, c'est le mouvement. L'absence de vie, c'est la fin de vie, c'est la mort. Et pour moi, c'est important de ramener tout ce qui peut mettre du mouvement et de lever, en fait, tout ce qui est un obstacle entre le mouvement et moi, entre la vie et moi, entre la santé et moi, et entre mes émotions et moi. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment important d'observer et de s'autoriser à ressentir. Parfois, vous ferez peut-être encore l'expérience d'avoir envie de vous en couper ou de trouver que c'est pas le moment, que c'est pas une situation adaptée pour vous, et je n'ai pas à juger ça m'arrive aussi, mais simplement peut-être de prendre conscience qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui se présente, vous pouvez décider de lui faire de l'espace ou pas. Ça, c'est libre à vous. Ensuite, j'ai envie de vous parler de l'expression de vos émotions. Et j'aime tellement cet aspect-là. Comment est-ce que je mets des mots sur ce que je ressens, comment je dis, comment je verbalise ce que je ressens, que j'ai décidé d'en faire 2 clés. La première clé, elle est presque propre à vous et à l'expérience que vous en faites. C'est celle de discerner et de déclarer l'émotion que vous ressentez. À force de vouloir gérer nos émotions, et j'aime pas du tout ce terme-là, et de se couper de ce qui nous traverse, de ce que l'on vit, j'ai la conviction que l'on a presque appauvri notre vocabulaire et la palette de ce dont on a connaissance en fait en termes émotionnels. Pour moi, il y a un enjeu considérable à reconnaître ce qui nous traverse, parce qu'il y a des émotions qui sont évidentes, et je pense en particulier aux émotions primaires. En général, on perçoit si ce qui nous traverse, c'est plutôt en lien avec de la joie, de la colère, du dégoût, de la tristesse. Par contre, dès lors que c'est un peu plus spécifique, souvent on manque de mots ou on manque d'une forme de vocabulaire pour l'exprimer. Et lorsque l'on s'emploie à discerner et à dire l'émotion que l'on ressent, je trouve que ça nous offre une possibilité d'aller explorer les choses plus spécifiquement et d'y mettre plus de justesse. J'ai quelques exemples qui peut-être vous parleront pour enrichir notre vocabulaire. Il y aurait « je me sens angoissée » ou « stressée »,« je me sens vexée »,« je me sens déterminée »,« je me sens honteuse »,« je me sens rejetée »,« abandonnée »,« je me sens bienveillante ». Vous devez avoir le bruit des cartes que j'utilise et dont je vous donnerai les références à la fin de l'épisode. Afin de mettre des mots, j'ai eu la possibilité d'explorer avec des cartes sur lesquelles nous avons l'émotion ou le sentiment et une illustration qui vient expliquer et exprimer ce que l'émotion, comment elle est ressentie en fait. Et je trouve ça très ludique, très accessible. Je m'en sers avec les enfants et je m'en sers aussi avec les adultes. Et l'adulte que je suis, parfois, lorsque j'ai de la difficulté à identifier une émotion et que souvent associée d'ailleurs avec une forme d'intensité émotionnelle, je me sers de ce jeu de cartes pour identifier ce que je ressens. Alors je prends chaque proposition et je vais vérifier si ça colle avec ce qui me traverse et ce que je vis ou pas. Et ça me permet d'en extraire quelques-unes et ne serait-ce que d'identifier et de mettre des mots, de la conscience et de prendre ce temps, c'est un précieux soulagement pour moi lorsque je les identifie, ces émotions. Et vous voyez déjà juste cette première partie de l'expression de dire à haute voix « je suis traversée par de la colère, je ressens que je me sens abandonnée ». Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point c'est
précieux et ça vient déjà faire partie du processus de reconnaître ce que l'on ressent. Et pour aller plus loin, c'est la 4e clé que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. J'ai envie de vous partager la communication non violente. La communication non violente, c'est le fait de pouvoir exprimer à l'autre ce que je ressens, donc l'émotion, mais aussi les besoins à travers l'expression de ce que je dis avec bienveillance. J'ai découvert donc la CNV, la communication non violente, il y a quelques années maintenant, en particulier avec un livre, celui de Marshall Rosenberg, un psychologue américain qui a créé cette méthode de communication afin de promouvoir la paix et d'éviter la violence. Parce que souvent, quand il y a un défaut de communication ou une maladresse dans la communication, une des réponses, c'est la violence, l'agressivité ou la colère parce que on n'est pas entendu justement. Et on a des difficultés, une forme de disharmonie, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Je vous recommande vivement un de ses livres à Marshall Rosenberg qui est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Il a écrit d'autres livres sur le sujet mais je ne les ai pas lus. J'imagine qu'ils sont aussi très bien mais voilà, celui dont je parle en général c'est celui des mots sont des fenêtres. Les principes fondamentaux de cette technique, c'est l'importance de s'exprimer et de dire ce que je ressens et d'exprimer ce dont j'ai besoin. En fait, il y a un lien étroit entre les besoins et les émotions. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin ? C'est considéré comme quelque chose de nécessaire à l'existence. Habituellement, on évoque avec facilité les besoins physiologiques. Les besoins les plus connus et reconnus, ça serait respirer, boire, manger, peut-être se vêtir. Et il y a aussi d'autres besoins qui sont moins connus ou qui apparaissent comme moins clairs en règle générale ou plus superficiels, qui seraient eux en lien avec la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi et la réalisation de soi. L'idée de la CNV, justement, c'est de faire le lien entre une circonstance, une situation neutre que je déclare avec neutralité, je ne dépose que des faits, que des choses qui ne sont pas teintées émotionnellement, qui ne sont pas chargées, et j'exprime ce que je ressens, ce qui me traverse, ce que je vis au niveau émotionnel. Une fois que ça s'est déposé, je peux exprimer ce que ça vient toucher dans mes besoins. Et peut-être qu'on peut ajouter ça ici, c'est qu'une même situation vécue par deux personnes différentes ou par une même personne mais à deux moments différents pourrait faire remonter des besoins qui sont différents. C'est vraiment important d'aller chercher ce qui est vrai et ce qui est vivant pour soi au moment où l'on exprime son besoin et ses émotions. Une fois que vous avez exprimé, par exemple, je vais reprendre mes cartes, que vous aviez besoin d'intimité ou que vous aviez besoin de sommeil ou encore de sécurité, une fois que vous en êtes là, souvent déjà votre charge émotionnelle en lien avec ce que vous avez déjà exprimé est descendue, il y a moins d'intensité parce que en règle générale, rien que le fait de le verbaliser, c'était important. Vous allez pouvoir exprimer et formuler une demande qui soit claire, positive, bienveillante, non jugeant, en lien avec vos besoins. La 5e clé, je l'ai appelée soutien et accompagnement. En effet, de mon point de vue, on vit vraiment un moment impactant au niveau de la société occidentale, en tout cas dans ce que je peux vivre aujourd'hui en France en 2024, c'est celle d'accueillir de plus en plus les émotions. Je vous en ai parlé avec cette anecdote du festival et du chanteur qui en parle juste avant d'interpréter un de ses titres. En fait, on vit une période qui est riche et on a aujourd'hui la possibilité et l'accès à de nombreux moyens pour nous aider, nous rééduquer à vivre une vie avec nos émotions. Cela ne se fait pas forcément en un jour, ça demande de venir déconditionner et parfois des dizaines d'années où on a été habitué à se couper ou à entraver une partie de notre vie émotionnelle. Et je voudrais vous proposer de mettre de la lumière là-dessus à propos du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de santé, de thérapeutes qui peuvent vous accompagner en lien avec vos émotions et de ne pas sous-estimer l'importance que c'est de se sentir vu, de se sentir entendu, de pouvoir s'exprimer dans un espace et dans une relation où l'on se sent en sécurité. Et donc il existe des pratiques psychocorporelles telles que l'EFT pour Emotional Freedom Technique que moi j'ai découvert par le biais des personnes qui m'ont accompagnée, que ce soit
Anne-Claire Méré, que ce soit Julia Simon, que ce soit Noël Cassan, ou Margot Robert-Winter-Halter, ce sont des femmes qui utilisent cette méthode dans leurs propositions d'accompagnement ou dans les outils qu'elles mettent à disposition. L'EFT, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une méthode de tapping. On vient tapoter sur des points spécifiques qui sont en lien avec des méridiens. On vient stimuler des points énergétiques particuliers. L'idée, c'est de ramener du mouvement et de la circulation à l'émotion pour rééquilibrer le système énergétique en fait. L'idée, c'est vraiment d'apporter du mouvement et d'accompagner la circulation de l'énergie et de laisser de vivre accompagné par ce qui est appelé une ronde de tapping. Voilà, de laisser circuler, de laisser vivre et de libérer ce qui a besoin de l'être, de le laisser... Voilà, de faire en sorte que ça ne cristallise pas et ça ne vienne pas se verrouiller à l'intérieur de soi. C'est un contenu... J'ai oublié de citer d'ailleurs Benjamin Nerial, qui fait partie aussi des personnes qui m'ont initiée à l'EFT. Il y a vraiment un accès à des praticiens qui sont formés à ces outils, et vous avez aussi beaucoup de contenu accessible gratuitement sur des plateformes telles que YouTube par exemple. Une autre pratique, ça peut être les soins énergétiques. Les soins énergétiques, en fait, c'est donc une approche plus subtile qui consiste à venir ramener du mouvement pour changer au niveau énergétique. Et un thérapeute énergéticien, un de ses objectifs, ça va être de nettoyer et de libérer ce qui entrave le mouvement. Et le mouvement de l'énergie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les émotions, c'est de l'énergie. Donc ce qu'il peut venir faire, c'est nettoyer et libérer les émotions qui sont comme agglutinées, qui sont, je veux dire, presque enquistées à l'intérieur de certains de vos corps subtils, pour apporter du mouvement, de la circulation, en particulier au niveau d'un corps subtil. C'est le corps astral où siègent les mémoires des émotions et des expériences en lien avec les intensités émotionnelles de ce qu'on a vécu. Après, vous avez d'autres propositions qui, elles, sont peut-être plus ludiques, plus créatives et tout aussi efficaces, qui pourraient être l'écriture, le dessin, l'art, quelle que soit la forme, la danse, la méditation. Et toutes ces pratiques, vous pouvez les expérimenter seules ou accompagnées. L'idée, simplement, c'est de vous autoriser à ressentir et à être traversé par vos émotions et laisser faire. Je suis curieuse de savoir ce que vous mettez en place, si vous avez peut-être d'autres clés à me proposer. J'ai essayé de vous partager celles qui sont pour moi à aujourd'hui les plus pertinentes, les plus impactantes et celles que j'aurais voulu connaître peut-être quand j'ai commencé, quand j'ai cheminé avec les émotions pour reconnecter avec tout ce que je suis. En conclusion de cet épisode, et après avoir lutté longtemps, m'être opposée à ces facettes de moi, d'avoir eu envie de me couper de mes émotions parce que je voulais pas être faible, parce que je voulais pas montrer ma vulnérabilité, j'ai intégré aujourd'hui qu'une de mes plus grandes forces, justement, c'est celle de ressentir. C'est un moteur pour moi. Et cela fait partie de ce que je suis, de l'être humaine qui est incarnée pleinement ici sur Terre et qui ressent. Nous avons vu ensemble 5 clés donc pour prendre soin de sa relation avec ses émotions, dépolariser et s'ouvrir à une réalité où les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. La deuxième clé, c'était l'observation et le non-jugement. Vivre ses émotions et ressentir les sensations et les manifestations dans son corps. La troisième clé, c'était le fait de discerner et de déclarer l'émotion ressentie. La quatrième clé, on est allé explorer la communication non violente et l'importance de l'expression et de dire ce que je ressens et les besoins associés. Et puis la dernière clé, c'était celle d'être soutenue et accompagnée. Je vous encourage à faire, peut-être, si ce chemin-là vous parle, des petits pas, d'y aller progressivement et sur le chemin de vous accompagner avec beaucoup de compassion et beaucoup de douceur.
J'ai envie de conclure cet épisode avec des ressources pour que vous puissiez aller plus loin et peut-être pour que vous puissiez inviter vos enfants ou les enfants que vous étiez à explorer ce thème. Ça serait le film d'animation Vice Versa. Et le deuxième opus est sorti là tout récemment, donc Vice Versa 2. Ce film d'animation, il vient mettre en lumière le parcours d'une petite fille avec sa vie émotionnelle. Et c'est très joli, je trouve que c'est très bien fait, c'est accessible et ça se regarde de mon point de vue, quel que soit notre âge. Je voulais partager dans l'épisode, c'est aussi la lecture des mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs de Marshall Rosenberg. Et donc je disais, la dernière ressource dont j'ai envie de vous parler et que vous pouvez aussi utiliser avec vos enfants petits, grands, vos enfants intérieurs, que moi j'aime beaucoup, que je trouve ludique, accessible, enfin voilà, je les aime beaucoup, vous l'aurez compris. C'est l'expression des besoins, un jeu de cartes sur fond vert, et le langage des émotions, un jeu de cartes sur fond orange, qui est proposé par la Fédération des centres pluralistes de planning familial. Et j'essaierai de vous mettre le lien pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse ou pas. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.